Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sylvain Despinois, chercheur au Centre des matériaux Mines ParisTech à Évry, et je vais aujourd'hui vous parler des traitements thermiques appliqués aux pièces élaborées par fabrication additive. Cette présentation sera décomposée en 5 parties. Dans un premier temps, je ferai une introduction rapide expliquant ce que sont les traitements thermiques, puis je parlerai de chaque type de traitement en détail, en commençant par les traitements de détensionnement, les traitements d'homogénéisation et enfin les traitements de durcissement structural avant de conclure. Un traitement thermique, qu'est-ce que c'est? Un traitement thermique en métallurgie, ça consiste à porter une pièce à une température donnée pendant un temps donné. Typiquement, les traitements thermiques se décomposent en 3 étapes. Une première étape de chauffe, où la pièce est portée à température voulue, un maintien isotherme à cette température pendant un temps défini, puis une étape de refroidissement où la pièce est ramenée à température ambiante. Le maintien isotherme est généralement l'étape la plus importante du traitement thermique, et le temps et la température de ce maintien sont les 2 paramètres les plus importants. Toutefois, et notamment dans le cas de matériaux subissant des transformations de phase en température, l'étape de refroidissement peut être au moins, voire plus importante que l'étape du maintien isotherme, notamment à travers le choix de la vitesse de refroidissement. De manière générale, on peut distinguer 3 grands types de traitements thermiques. Les traitements de détensionnement, qui sont effectués à basse température, les traitements d'homogénéisation, qui sont effectués à haute température, et les traitements de durcissement structural à température intermédiaire. Les traitements de détensionnement sont particuliers dans la mesure où ils visent à relaxer les contraintes résiduelles au sein de la pièce, et ce, sans faire évoluer la microstructure, à l'inverse des 2 autres traitements thermiques, dont le but est explicitement de faire évoluer la microstructure en vue d'optimiser les propriétés du matériau, notamment les propriétés mécaniques. Historiquement, les traitements thermiques que l'on utilise ont été dimensionnés pour des pièces élaborées par fonderie ou par forge, c'est-à-dire des pièces qui ont été refroidies lentement et qui présentent des microstructures plus ou moins proches de l'équilibre thermodynamique. Les microstructures de pièces élaborées par fabrication additive, en revanche, présentent généralement des caractéristiques fortement hors équilibre, comme vous avez pu le voir dans les présentations précédentes, en raison notamment des vitesses de refroidissement qui peuvent être localement très élevées. Ces caractéristiques hors équilibre vont évidemment varier d'un matériau à l'autre et d'un procédé à l'autre, mais elles se traduisent généralement par la présence d'hétérogénéité chimique locale due au phénomène de ségrégation pendant la solidification, par la présence d'une ou de plusieurs phases métastables et, dans certains cas, par la présence d'une forte densité de dislocation. Toutes ces caractéristiques font que les microstructures issues de la fabrication additive ne vont pas forcément évoluer de la même manière en température que des microstructures plus conventionnelles lors d'un traitement thermique. Il suit que les traitements thermiques standards ne sont pas forcément bien dimensionnés pour les pièces élaborées par fabrication additive. C'est ce que je vais vous présenter plus en détail dans la suite de cette présentation à travers plusieurs exemples concrets. Je vais commencer par parler des traitements de détensionnement. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi effectuer un traitement de détensionnement? Les procédés de fabrication additive par fusion reposent sur des cycles thermiques extrêmement rapides faisant apparaître un gradient thermique entre 2 couches successives. Ainsi, lors du chauffage, la couche inférieure, plus froide, va restreindre l'expansion thermique de la couche supérieure, plus chaude, qui entre dès lors en compression. De manière similaire, la contraction de la couche supérieure va être empêchée par la couche inférieure lors du refroidissement, induisant des contraintes de traction dans la première et de compression dans la seconde. Les pièces élaborées par fabrication additive par fusion contiennent donc des contraintes résiduelles d'origine thermique, c'est-à-dire des contraintes mécaniques existantes en l'absence de sollicitation extérieure. Ces contraintes peuvent être néfastes pour la pièce, notamment vis-à-vis de leurs propriétés mécaniques. C'est pour cela que le traitement de détensionnement est une étape obligatoire avant la mise en service d'une pièce élaborée par fabrication additive. Il faut également savoir que le niveau de ces contraintes résiduelles vont dépendre de l'amplitude et de la fréquence des cycles thermiques. Ainsi, une pièce élaborée par LPBF présentera de plus hauts niveaux de contraintes résiduelles qu'une pièce identique élaborée par EPBF ou par DED par exemple. La relaxation des contraintes résiduelles en température est le résultat de 2 phénomènes activés thermiquement, la diminution de la limite d'élasticité d'une part, et des phénomènes de fluage d'autre part. Ainsi, plus la température de traitement sera haute, plus le détensionnement sera efficace. Toutefois, des températures trop élevées sont susceptibles d'induire des modifications microstructurales non désirées dans les matériaux. Les gammes de température utilisées sont donc définies par un compromis entre la réduction des contraintes résiduelles et la stabilité de la microstructure, et varient donc fortement d'un matériau à l'autre, comme vous pouvez le voir sur le tableau présenté ci-dessous. La recherche d'un compromis pour les températures de détensionnement est encore plus vraie pour les microstructures issues de la fabrication additive, en raison de leur caractère fortement hors équilibre, comme je l'ai déjà dit.
Ces microstructures peuvent en effet présenter des densités de dislocation très élevées, des phases métastables et des hétérogénéités chimiques qui sont susceptibles d'évoluer même aux relativement faibles températures mises en jeu. Ainsi, le traitement de détentionnement peut avoir pour effet la restauration, voire la recristallisation des matériaux à forte densité de dislocation, la décomposition de phases métastables ou la précipitation de phases secondaires. Ces modifications microstructurales sont susceptibles d'affecter les propriétés mécaniques du matériau, pouvant par exemple augmenter ou diminuer la limite d'élasticité, la ductilité ou encore la résistance à la propagation de fissures. Ces évolutions possibles de la microstructure étant non voulues et donc non contrôlées, il est évidemment préférable de les éviter. De plus, les traitements de détentionnement ont été principalement utilisés pour relaxer les contraintes résiduelles issues du soudage ou de transformation de phase après traitement thermique complet. Les pièces élaborées par fabrication additive ayant des profils et des niveaux de contraintes résiduelles très différentes des pièces forgées et ou soudées, et ce d'autant plus que la pièce aura une géométrie complexe, ce type de traitement thermique standard n'est pas forcément adapté aux matériaux élaborés par fabrication additive. Ainsi, de la même manière que les sections fines des pièces peuvent se déformer lors de l'élaboration sous l'action des contraintes résiduelles, la relaxation brutale de ces contraintes à haute température sous l'effet du fluage peut également aboutir à des distorsions dimensionnelles. Celles-ci peuvent être limitées en introduisant par exemple des supports ou en optimisant la température de détentionnement de manière à ne pas relaxer l'intégralité des contraintes. Il est également conseillé de ne pas séparer la pièce élaborée de son plateau de fabrication avant le détentionnement, celui-ci augmentant la raideur de la pièce et limitant donc les distorsions. Pour ces raisons, les traitements de détentionnement appliqués aux pièces élaborées par fabrication additive par fusion sont souvent conduits à des températures plus faibles que pour les pièces élaborées conventionnellement. À l'inverse des traitements de détentionnement, où l'évolution de la microstructure est une conséquence non désirée de la mise en température, les traitements d'homogénéisation visent explicitement à faire évoluer la microstructure. Rappelons que le choix des paramètres et du type de procédé de fabrication additive utilisé ne va pas dépendre uniquement de la microstructure désirée, mais va surtout tenir compte des propriétés thermiques du matériau, de l'intégrité de la pièce, par exemple la minimisation des défauts de fabrication ou des problèmes de fissuration à chaud, ainsi que de considérations pratiques comme la durée de fabrication, l'état de surface final de la pièce et la précision dimensionnelle. Les microstructures brutes de fabrication peuvent donc être très hétérogènes et ne sont pas nécessairement optimisées vis-à-vis des propriétés mécaniques finales attendues. Le traitement d'homogénéisation vise en quelque sorte à réinitialiser la microstructure en tout point de la pièce en atteignant un domaine monophasé thermodynamiquement stable à relativement haute température. Ceci peut s'accompagner d'une remise en solution de phase secondaire, d'une transformation de phase généralisée de la microstructure ou encore de phénomènes de recristallisation. Ces trois points seront détaillés dans la suite de cette présentation. Il faut également voir que l'homogénéisation est généralement une étape intermédiaire visant à préparer la microstructure en vue d'un traitement de durcissement structural ultérieur et contrôlé qui donnera à la pièce sa microstructure et donc ses propriétés mécaniques finales. Un des premiers buts de l'homogénéisation est donc la dissolution des précipités et d'autres phases non voulues apparues lors de l'élaboration. Notamment, dans le cadre des ségrégations, les zones enrichies en soluté lors de la solidification rapide peuvent agir comme des sites préférentiels de germination pour de nouvelles phases potentiellement néfastes à la bonne tenue mécanique de la pièce. À titre d'exemple, vous pouvez voir ici deux microstructures d'un Connell 718 élaborées par LPBF à gauche et par DED à droite, où vous avez la précipitation de phases de lave aux espaces interdendritiques riches en niobium. L'un des objectifs du traitement d'homogénéisation est de supprimer ce type de phases secondaires qui peuvent être néfastes pour le matériau, en portant la pièce à une température supérieure à leur température de dissolution. Cette température va être fonction des propriétés de ces phases secondaires, par exemple leur morphologie, leur dimension et leur composition chimique, ce qui peut, dans ce cas-là, être dépendant des paramètres et du type de procédé utilisé. Ainsi, dans la Connell 718, vous voyez clairement que vous n'avez pas la même microstructure en LPBF et en DED, et donc que les températures de dissolution des phases de lave seront différentes, et donc que le traitement d'homogénéisation devra être conduit à différentes températures dans ces deux cas. Le traitement standard d'homogénéisation de l'Inconel 718 sont conduits à des températures trop faibles par rapport à ce type de microstructure. Il ne permet pas de remettre en solution ces phases de lave, comme vous pouvez le voir sur cette métallographie, qui correspond à un Inconel 718 qui a été traité thermiquement à 1040 degrés pendant 1 heure, et pour lequel, après refroidissement, des phases de lave subsistent aux zones interdendritiques. De plus, la dissolution de ces phases secondaires n'entraîne pas nécessairement l'homogénéisation complète des ségrégations chimiques,
c'est-à-dire la suppression des microségrégations liées à la solidification. La suppression de ces microségrégations est en effet liée au coefficient de diffusion des éléments chimiques ségrégés ainsi qu'au temps et à la température du traitement d'homogénéisation. Ainsi, dans le cas d'un traitement improprement dimensionné, des ségrégations chimiques peuvent subsister et entraîner la reprécipitation de phases non souhaitées, soit lors du refroidissement après le traitement thermique d'homogénéisation, soit lors d'un traitement de durcissement structural effectué après. Vous avez ici, par exemple à droite, un cliché MET reprenant un Inconel 718 qui a été traité thermiquement à 1100 degrés pendant 1 heure. Vous pouvez voir que la microstructure de solidification, les cellules, sont toujours visibles et que nous avons toujours une ségrégation de niobium entre ces deux cellules et donc que la pièce n'est pas parfaitement homogène d'un point de vue chimique. Pour toutes ces raisons, que ce soit les températures de dissolution des phases de lave ou l'homogénéisation chimique du matériau, les températures classiques de remise en solution pour un matériau donné peuvent s'avérer être trop faibles dans le cas d'une pièce élaborée par fabrication additive, et c'est notamment le cas ici pour l'Inconel 718. Un autre phénomène pouvant se produire lors des traitements d'homogénéisation est une transformation généralisée de la microstructure du matériau. C'est ce qui se produit dans certains aciers ainsi que dans certains alliages de titane qui sont caractérisés par l'existence d'un domaine monophasé thermodynamiquement stable au-delà d'une certaine température dite de transus. Dans les aciers, ce sera l'austénite et dans les titanes, ce sera la phase bêta. Pour ces matériaux, l'homogénéisation s'effectue généralement au-delà de cette température de transus afin d'induire une transformation de phase généralisée à l'échelle du matériau. Si on prend l'exemple du Ta6V, qui est donc un alliage de titane, dans l'état brut de LPBF, sa microstructure va être constituée d'un mélange de phases alpha et alpha' martensitique. L'homogénéisation au-delà du transus bêta va permettre d'homogénéiser la chimie du matériau, de faire disparaître les cellules de solidification ou les dendrites de solidification et d'avoir une microstructure monophasée bêta. La trempe, suivant l'homogénéisation, va permettre d'obtenir une microstructure entièrement martensitique où toute trace de la microstructure héritée du procédé de fabrication additive aura disparu. Toutefois, il faut garder à l'esprit que cette transformation de phase généralisée va également induire des modifications morphologiques de la microstructure. En effet, ces transformations de phase s'effectuent via des mécanismes de germination-croissance de la nouvelle phase à partir de l'ancienne phase, ce qui va induire la croissance de grains équiaxes, là où les microstructures brutes de fabrication additive ont généralement des grains colonnaires. Ainsi, après ce type de traitement d'homogénéisation, et après refroidissement, vous allez vous retrouver avec une microstructure constituée de grains équiaxes, ce qui mettra donc fin à l'anisotropie mécanique du matériau qui est typique des pièces élaborées par fabrication additive. Toutefois, la croissance des grains étant un phénomène activé thermiquement, un traitement long à haute température va aboutir à la formation de gros grains. Il faut voir que ces gros grains sont généralement dommageables vis-à-vis des propriétés mécaniques du matériau, notamment la dureté ou la limite d'élasticité via l'effet Hall-Page. Ainsi, le choix des conditions du traitement thermique d'homogénéisation sera un compromis entre l'homogénéisation du matériau, que ce soit au niveau phase ou au niveau chimie, et la taille finale des grains. Pour éviter ces phénomènes de croissance non contrôlée, il est possible d'appliquer au Ta6V un traitement dit subtransus, effectué dans le domaine alpha plus bêta, juste sous la température du transus bêta. Ce traitement permet de transformer la microstructure initiale uniquement partiellement en phase bêta, et donc d'inhiber la croissance des grains qui conserveront, après refroidissement, une morphologie colonnaire. Toutefois, il faut bien voir que dans ce cas-là, l'homogénéisation ne sera que partielle et la microstructure finale sera toujours légèrement anisotrope. Et certaines propriétés microstructurales liées au procédé, par exemple les ségrégations chimiques, peuvent subsister. Un dernier phénomène peut se produire lors de l'homogénéisation. Il concerne les matériaux ne possédant pas de transus à haute température, mais présentant une forte densité de dislocation, par exemple les superalliages base-nickel ou les aciers austénitiques. La densité de dislocation est en effet susceptible d'évoluer avec la température. À relativement faible température, des phénomènes de restauration peuvent se produire. La restauration implique la réorganisation et la recombinaison des dislocations en sous-joints de grains, ce qui va entraîner une annihilation des dislocations, une diminution de la densité de dislocation et donc un adoucissement du matériau, et ce, sans modifier ni la taille ni la morphologie des grains, qui resteront donc colonnaires. À plus haute température, en revanche, la recristallisation peut se produire, c'est-à-dire que les sous-joints restaurés vont croître et former de nouveaux grains équiaxes qui seront exempts de dislocation. La croissance de ces nouveaux grains va induire la suppression de la texture cristallographique du matériau
la perte des grains colonnaires et donc de l'anisotropie mécanique, ainsi qu'une très forte diminution de la densité de dislocation et donc d'un fort adoucissement du matériau. À titre d'illustration, vous avez à gauche une observation au microscope électronique à transmission d'un Inconel 718 dans l'état brut d'élaboration par LPBF. On distingue clairement les cellules de solidification qui sont séparées par des murs de dislocation très épais, mais également des dislocations présentes à l'intérieur de ces cellules de solidification. À droite, vous avez le même matériau, mais qui a subi un traitement thermique à 1100 degrés pendant 2 heures. Vous pouvez voir que les cellules de solidification sont toujours visibles, mais qu'on a une densité de dislocation beaucoup plus faible en raison de la restauration. Un autre exemple concernant ici un acier austénitique 316L élaboré par LPBF. À gauche, vous avez une cartographie EBSD du matériau dans l'état brut de fabrication. Vous pouvez voir de gros grains colonnaires et une texture cristallographique préférentielle. À droite, vous avez le même matériau, mais qui a été recuit à 1200 degrés pendant 2 heures. Les grains sont maintenant équiaxes, vous n'avez plus de texture cristallographique. Il est intéressant de noter que les cinétiques de recristallisation pour les microstructures élaborées par fabrication additive sont très différentes de celles des matériaux élaborés classiquement et écroués à froid. À titre indicatif, un acier 316L écroué à froid peut commencer à recristalliser après 1 heure à 600 degrés, alors que la recristallisation d'un même acier élaboré par LPBF n'est encore que partielle après 1 heure à 1100 degrés. La raison de cette différence n'est pas encore totalement comprise aujourd'hui. La bonne stabilité des dislocations en température dans les matériaux élaborés par fabrication additive pourrait provenir soit de l'effet stabilisant des microségrégations chimiques, qui empêcherait le mouvement des dislocations, soit de la configuration ordonnée du réseau de dislocation qui est organisé en cellules. Au vu des effets possibles sur la microstructure, les conditions d'homogénéisation doivent donc être choisies en tenant compte du matériau et des propriétés mécaniques visées. Les traitements d'homogénéisation peuvent être séparés en 2 grandes catégories, les traitements à haute et à basse température. Les traitements à haute température vont entraîner la remise en solution des phases secondaires, l'homogénéisation de la chimie du matériau, potentiellement des transformations de phase couplées à des phénomènes de croissance de grains ou encore de la recristallisation en fonction du matériau considéré. À l'issue de ce type de traitement, toute trace de la microstructure brute de fabrication, à l'exception évidemment des défauts, sera éliminée et la microstructure sera totalement homogénéisée. Ce type de traitement permet d'obtenir des microstructures les plus proches possibles de l'équilibre thermodynamique et très similaires aux microstructures obtenues de manière conventionnelle. Il faut également faire attention, ce type de traitement étant à haute température, il va intégralement relaxer les contraintes résiduelles et peut aboutir à des distorsions géométriques de la pièce. Les traitements à basse température, eux, ne vont homogénéiser que partiellement le matériau, mais éviteront également de relaxer les contraintes résiduelles et d'avoir une croissance non contrôlée des grains. En ce sens, on peut les considérer comme un traitement de détentionnement à relativement haute température, où l'évolution de la microstructure, bien que limitée, est voulue et contrôlée. L'un de ses principaux avantages est d'éviter les phénomènes de croissance de grains ou de recristallisation, comme c'est notamment le cas du traitement subtransus que j'ai présenté pour l'alliage de titane Ta6V. Pour terminer, je vais vous parler des traitements de durcissement structural qui sont appelés revenus dans les aciers et vieillissement dans les alliages de base nickel et d'aluminium. Les traitements de durcissement structural sont conduits à des plus faibles températures que les traitements d'homogénéisation et visent à donner à la pièce trempée sa microstructure et ses propriétés mécaniques finales. Ces traitements thermiques permettent de faire précipiter dans une matrice hors équilibre et de manière contrôlée des phases secondaires semi-cohérentes, telles que les intermétalliques gamma' ou gamma seconde dans les alliages base nickel, des carbures ou des carbonitrures dans les aciers, ou encore des précipités nanométriques bêta' dans les alliages AlSi10Mg. Ces précipités ont pour effet de gêner le mouvement des dislocations et donc d'augmenter la dureté et la limite d'élasticité du matériau. L'amplitude de ce durcissement est liée à la distance entre les précipités et à leur cohérence avec la matrice, paramètres qui sont donc contrôlés par le temps et la température du traitement. Historiquement, les traitements de durcissement se font sur des pièces de fonderie ou de forge homogénéisées puis trempées au préalable, de telle sorte que les éléments constitutifs des précipités durcissants soient en solution solide à l'ambiance. Les traitements standards de durcissement ne sont donc pas nécessairement adaptés à des microstructures présentant de fortes hétérogénéités microstructurales ou chimiques, telles que les pièces brutes de fabrication additive, voire les pièces détentionnées ou partiellement homogénéisées. Les traitements standards peuvent donc avoir des effets bénéfiques ou néfastes sur la microstructure et sur les propriétés mécaniques de pièces brutes de fabrication, en fonction de la proportion d'éléments chimiques mis en solution dans la matrice.
De plus, l'état hors d'équilibre des microstructures brutes de fabrication peut ouvrir la voie à des traitements de durcissement spécifiquement calibrés pour le procédé de fabrication additive. Un exemple d'effet bénéfique des microstructures particulières issues des fabrications additives est le cas de l'acier H13 élaboré par LPBF. L'acier H13, c'est un acier à outils martensitique. Dans les microstructures homogénéisées, le traitement de durcissement va faire précipiter le carbone contenu dans la martensite sous forme de carbure pour atteindre un durcissement maximal à une température de 500 degrés. Dans les microstructures brutes de fabrication additive, la microstructure n'est pas entièrement martensitique, mais constituée de cellules de martensite séparées par de l'austenite intercellulaire. La précipitation des carbures se fera suite à la décomposition de l'austenite métastable, riche en carbone et en éléments carburigènes. Il en résulte un maximum de dureté obtenu à des températures de traitement plus hautes, correspondant aux températures où l'austenite va se décomposer. Ce décalage du pic de dureté peut être intéressant pour des applications à haute température. A l'inverse, dans l'inconel 718 brut de fabrication additive, le durcissement standard est en fait moins efficace. Il faut savoir que le durcissement dans ces alliages se fait par la précipitation d'intermétalliques gamma seconde riches en niobium. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'état brut de fabrication, une grande partie du niobium est piégée soit dans les phases métastables, par exemple les phases de lave, soit de manière plus générale au niveau des espaces interdendritiques. Les températures de traitement étant trop faibles pour dissoudre ces phases, un traitement de durcissement effectué sur l'état brut de fabrication induira une plus faible fraction volumique de précipité gamma' qu'un traitement de durcissement à partir d'un état parfaitement homogénéisé, où, dans ce cas-là, le niobium serait entièrement en solution solide. Il est également possible d'imaginer des traitements de durcissement spécifiquement optimisés pour la fabrication additive. L'intérêt majeur de ces traitements est de combiner un détentionnement contrôlé avec une précipitation de phase durcissante. Ces traitements doivent toutefois être déterminés au cas par cas pour un matériau donné en raison de la forte dépendance de la microstructure aux paramètres et au type de procédé. L'exemple présenté ici est un traitement de durcissement appliqué à un alliage base-nickel Nimonic 263 élaboré par LPBF. À l'instar des autres alliages base-nickel, ce matériau possède dans l'étape brute de fabrication une très forte densité de dislocation d'origine thermique, mais a la particularité de ne contenir que peu ou pas de phase secondaire. Un traitement de durcissement à 700 degrés pendant 8 heures effectué sur l'étape brute de fabrication permet de faire précipiter des phases durcissantes nanométriques gamma' qui ralentiront le processus de restauration de ces dislocations. Ainsi, à l'issue de ce traitement, le matériau est renforcé à la fois par les précipités gamma' et par la présence de dislocation, qui va donc présenter une dureté supérieure à celle obtenue après un traitement thermique standard. En conclusion, la multiplicité des microstructures issues de la fabrication additive rend difficile la standardisation de ces traitements thermiques. Et ce d'autant plus que les microstructures brutes d'élaboration pour un matériau donné vont dépendre des paramètres et de la nature du procédé utilisé. Bien qu'il puisse être tentant d'appliquer aux pièces élaborées par fabrication additive les traitements thermiques industriels standards calibrés pour des pièces de fonderie ou de forge, il n'est pas garanti que le résultat soit satisfaisant en raison des spécificités des microstructures issues de la fabrication additive, qui peuvent être soit la présence de dislocations d'origine thermique, plus stable que celle engendrée par la déformation plastique, entraînant un retard à la cristallisation, qui peuvent également être des températures de mise en solution de phase secondaire différentes, tantôt plus hautes ou plus basses selon la composition de la phase et celle de la matrice, ou encore des états de ségrégation chimique différents et la présence de phases hors équilibre induisant des modifications de cinétique de précipitation. Toutefois, à travers les exemples que j'ai présentés, quelques généralités se dégagent. Notamment, le détentionnement doit se faire à des températures plus faibles en raison du caractère métastable des microstructures élaborées par fabrication additive, ainsi que des forts niveaux de contraintes résiduelles. L'homogénéisation, elle, doit se faire à des températures plus élevées en raison de la présence d'hétérogénéité chimique ou de phase secondaire. Enfin, un durcissement effectué directement après l'élaboration peut avoir soit des effets bénéfiques, soit des effets néfastes en fonction du matériau considéré. En revanche, le développement de traitements thermiques en une étape, couplant détentionnement et durcissement, et permettant de tirer profit du caractère fortement anisotrope et hors équilibre de ces microstructures semble très prometteur, comme le montre l'exemple du Nimonic 263 que je viens de présenter. Toutefois, en raison de la très forte dépendance des microstructures aux paramètres et au type de procédé, il est difficile d'imaginer une standardisation de ce type de traitement pour un matériau donné. Une approche au cas par cas semble ainsi nécessaire. De plus, certains matériaux contenant des phases secondaires non désirées dans l'étape brute de fabrication ne peuvent pas être éligibles à ce type de traitement et devront nécessairement passer par une étape d'homogénéisation. C'est le cas notamment des élèves base nickel présentant à l'étape brute de fabrication des phases de lave, comme par exemple l'Inconel 718 dont j'ai parlé précédemment. Je vous remercie pour votre attention.